Chacun croit choisir ses actes, être maître de sa vie, se lever tôt par choix, travailler dur par décision, aimer par choix. Mais ce sentiment de liberté n'est qu'une illusion, fort, convaincant, presque incontestable. Or, selon Spinoza, il ne s'agit que d'une illusion. Et le plus troublant, c'est précisément cette illusion qui nous maintient prisonniers. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de pointer du doigt un choix passé et de dire « j'ai décidé cela parce que je le voulais » ? Pourtant, nous ne nous demandons presque jamais pourquoi nous le voulions. Qu'est-ce qui nous a poussés à vouloir cela plutôt qu'autre chose? Quel a été l'enchaînement de pensées, d'émotions, d'influences, d'expériences, de traumatismes et de hasards qui a abouti à ce choix? Spinoza affirme que toute décision humaine est comme une pièce qui se déplace parce qu'elle a été poussée, jamais parce qu'elle a choisi de se déplacer. Imaginez une pierre lancée en l'air. Après quelques secondes de vol, elle commence à retomber. Imaginez maintenant que cette pierre soit consciente. Elle croirait tomber de son propre chef, qu'elle retombe sur terre d'elle-même. Ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, selon Spinoza, c'est précisément ce qui nous arrive. Nous sommes des pierres conscientes, persuadées d'avoir choisi notre trajectoire, alors que tout a été déterminé par des forces qui nous ont précédés de loin. D'où vous est venue la force de vous lever aujourd'hui, de votre sens des responsabilités, de la peur de l'échec, de la pression des autres, d'une ambition qui n'est peut-être même pas la vôtre? Et si vous étiez né ailleurs, dans une autre famille, avec un autre corps, une autre histoire, auriez-vous fait les mêmes choix? C'est peu probable. Et cela devrait suffire à ébranler la croyance en une liberté absolue. Mais la vérité fait mal. Car admettre que nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons exige du courage. Le courage de regarder nos propres vies en face et de réaliser que la plupart de nos expériences, pensées et actions ne sont pas le fruit d'un choix conscient, mais d'un enchevêtrement de causes dont nous n'avions même pas conscience. Des causes qui ont commencé bien avant notre naissance. Et lorsque nous comprenons cela, le monde se transforme. L'orgueil change de ton, la culpabilité aussi. Vous êtes peut-être fier d'être une personne disciplinée. Mais d'où vous vient cette discipline? Est-ce simplement le fruit d'efforts personnels? Ou a-t-elle été forgée par un environnement stable, par des exemples inspirants, par une prédisposition génétique à la persévérance? Et si vous vous sentez bloqué, que vous procrastinez, que vous vous sabotez, est-ce de votre faute? Ou votre esprit a-t-il appris dès votre plus jeune âge que le monde punit les erreurs et préfère donc ne pas essayer? Spinoza n'est pas là pour minimiser vos mérites. Il ne cherche pas à vous convaincre que rien n'a d'importance. Bien au contraire, il vous offre une occasion unique d'y voir plus clair. Car ce n'est qu'en comprenant les causes de nos sentiments, de nos pensées et de nos actions que nous pouvons changer quoi que ce soit. Le libre arbitre, au sens traditionnel du terme, « je fais ce que je veux », est un mythe. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes condamnés à vivre comme des marionnettes. La différence réside dans la prise de conscience. Ignorer les causes qui nous animent, c'est en devenir l'esclave. Les comprendre, c'est accéder à une nouvelle forme de liberté. Non pas celle de choisir n'importe quoi au hasard, mais celle de ne plus se laisser entraîner sans en connaître le sens. Soyons honnêtes, qui n'a jamais regretté son geste en se demandant « Pourquoi ai-je fait ça ?» Comme si quelqu'un d'autre avait le contrôle. Combien de fois disons-nous « Je savais que ce n'était pas la meilleure chose à faire, mais je l'ai fait quand même ». Et puis la question cruciale, qui était aux commandes à ce moment-là? Ce n'était pas vous, n'est-ce pas? Peut-être était-ce une peur enfouie au plus profond de vous. Peut-être était-ce un besoin d'approbation. Peut-être était-ce un vieux réflexe, un automatisme hérité. Mais ce n'était pas une décision libre, c'était un réflexe. Spinoza appelle cela l'ignorance des causes. Et c'est cette ignorance qui nous maintient prisonniers du même cycle. Si je ne comprends pas pourquoi j'agis ainsi, je continue d'agir de la même manière. Je me sens libre, mais je tourne en rond.
comme un joueur qui croit choisir chaque coup sur l'échiquier, sans se rendre compte que le dé a déjà été lancé avant même qu'il ne commence la partie. Et voici le plus difficile à accepter. Même le désir de changer ne nous appartient pas entièrement. Certains passent leur vie entière à répéter les mêmes schémas, persuadés d'évoluer. D'autres, pour une raison ou une autre, commencent à tout remettre en question. Pourquoi cette différence? Pourquoi certains s'éveillent-ils et d'autres non? Spinoza dirait « parce que les causes sont différentes ». Parce que les chemins qui ont conduit une personne à rechercher une conscience plus profonde sont différents de ceux de celle qui ne la recherchera jamais. Que reste-t-il donc? La compréhension. Une compréhension profonde de ce qui vous anime, de ce qui vous retient, de ce qui vous propulse, de ce qui vous paralyse. Une compréhension si claire qu'au lieu de simplement réagir, vous commencez à répondre. Il ne s'agit pas d'un contrôle absolu, cela n'existe pas. Mais c'est une manière de vivre plus lucidement, moins automatiquement, plus proche de la paix que de la culpabilité. Et si tout cela paraît trop déterministe, réfléchissez-y. Qu'est-ce qui est le plus limitant? Croire en sa liberté et échouer malgré tout, sans savoir pourquoi, ou accepter d'être le résultat de 1000 causes invisibles et utiliser cette connaissance pour changer petit à petit ce qui peut l'être. L'illusion du libre arbitre n'est pas qu'une simple construction philosophique. Elle influence notre façon de juger autrui, nous-mêmes, nos systèmes sociaux, nos relations et nos attentes. Nous croyons que chacun pourrait faire des choix différents, que l'échec est dû à la paresse, que la réussite est méritée, que l'agresseur est un monstre, que la personne vertueuse est un héros. Mais lorsque nous levons le voile de la morale et examinons les causes profondes de chaque action, le jugement s'efface et laisse place à quelque chose de rare, la compréhension. Comprendre n'est pas une excuse, ce n'est pas fermer les yeux. C'est comprendre que personne n'est bon ou mauvais par pur choix. Personne ne travaille dur simplement par envie. Personne n'échoue par sa propre volonté. Tout est la conséquence d'un passé. Et lorsque nous prenons conscience de cela, nous devenons non seulement moins durs envers les autres, mais aussi moins cruels envers nous-mêmes. En fin de compte, la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. Il s'agit de comprendre pourquoi l'on désire telle ou telle chose. Il s'agit de reconnaître que l'on n'est pas l'auteur de l'histoire, mais que l'on peut apprendre à mieux la comprendre. On peut improviser au sein de cette histoire. On peut, consciemment, la transformer légèrement au fur et à mesure qu'elle se déroule. Spinoza ne détruit pas la liberté. Il la redéfinit. Il troque l'illusion réconfortante d'une liberté magique contre une liberté conquise par la lucidité. Une liberté qui exige de regarder en face tout ce qui nous constitue, les traumatismes, les croyances, les pulsions, les désirs, et de dire « maintenant, je comprends pourquoi je suis là ». Et ce n'est qu'en comprenant pourquoi on est là qu'on peut décider de sa voie. Êtes-vous fier de vos désirs, de votre ambition, de vos rêves? Nombreux sont ceux qui répondraient par l'affirmative. Après tout, il semble noble de savoir ce que l'on veut de la vie, de le poursuivre, de se fixer des objectifs, de suivre un plan. Mais que se passe-t-il si votre désir le plus profond, celui qui semble si le vôtre, ne l'est pas vraiment? Et si ce que vous désirez n'est que l'écho de 1000 voix extérieures dont vous n'avez même pas perçu l'influence? Pour Spinoza, le désir est l'essence même de l'être humain. Mais il est aussi la preuve que nous ne sommes pas aussi authentiques que nous le croyons. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir être célèbre, riche, respecté? Qu'est-ce qui fait qu'une autre personne aspire à une vie simple et paisible, loin des projecteurs? Et comment expliquer que certains passent leur vie à rechercher l'approbation d'autrui, tandis que d'autres prennent plaisir à transgresser toutes les règles? La réponse la plus facile serait parce que nous sommes tous différents. Mais cette réponse n'explique rien, elle ne fait que masquer la vérité. La question la plus honnête est « qu'est-ce qui nous rend différents ?» Spinoza avance une idée aussi dérangeante que libératrice. Nous désirons ce qui accroît notre capacité d'exister.
Autrement dit, nous recherchons ce qui nous fortifie, ce qui nous procure un sentiment d'expansion, d'intensité et de permanence. Mais ce sentiment est trompeur, car nous ne savons pas toujours ce qui nous fortifie véritablement. Le plus souvent, nous confondons intensité et épanouissement. Et alors, nous désirons ce que nous avons appris à associer au plaisir, même si ce plaisir est superficiel, éphémère, voire autodestructeur. Prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi désirez-vous ce que vous désirez? Pas une réponse toute faite, pas « parce que j'en ai toujours rêvé », parce que ça me rend heureux, parce que c'est mon rêve d'enfant. Revenez en arrière. D'où vient ce rêve? Qui vous a appris sa valeur? Quand avez-vous décidé qu'il vous appartenait? Ou bien vous a-t-il été présenté, répété, renforcé, jusqu'à devenir si familier qu'il vous semblait naturel? Avez-vous déjà remarqué à quel point les désirs les plus répandus sont imités? Nous grandissons en regardant les mêmes films, en écoutant les mêmes discours, en observant les mêmes modèles de réussite. Et même lorsque nous aspirons à autre chose, ce désir naît d'une réaction. Nous désirons l'opposé de ce qui nous a étouffés, mais nous restons prisonniers de ce qui nous a blessés. Autrement dit, nous réagissons encore. Nous n'avons pas encore fait notre choix. Spinoza nous met en garde. Nul ne désire rien sans raison. Tout désir naît d'une rencontre avec un élément extérieur qui nous affecte, un regard, une parole, une expérience. Et plus cette affection est forte, plus elle façonne nos désirs. Autrement dit, nos désirs sont des réponses, automatiques, souvent silencieuses, à tout ce qui nous a touchés, en bien comme en mal. Peut-être aspirez-vous à la stabilité parce que vous avez traversé le chaos. Peut-être recherchez-vous le contrôle parce que vous vous êtes senti abandonné. Peut-être recherchez-vous les applaudissements parce que vous avez grandi dans le silence. Aucun de ces désirs n'est mauvais. Mais aucun n'est gratuit. Ils ne surgissent pas du néant. Ils sont façonnés par le manque. Et sans nous en rendre compte, nous passons notre vie entière à essayer de combler un vide avec des formes qui ne nous correspondent pas. C'est là que le désir devient un piège. Car plus nous croyons maîtriser la situation, plus nous sommes faciles à manipuler. La publicité le sait, les réseaux sociaux le savent, le système tout entier le sait. Le désir est le moyen le plus simple de contrôler quelqu'un. Il suffit de montrer quelque chose qui semble amplifier ce sentiment de puissance, même si ce n'est que pour quelques secondes. Un corps parfait, une vie idéalisée, un style de vie inaccessible, mais qui brille de mille feux. Vous le voyez, vous le désirez, et vous croyez avoir le choix. Mais en réalité, c'est vous qui l'avez choisi. Et pourtant, le désir n'est pas le coupable. Pour Spinoza, le désir est la vie même en mouvement. Tout ce qui est vivant désire. Tout ce qui existe cherche à continuer d'exister. Le problème ne réside pas dans le désir lui-même, mais dans l'ignorance de ce que l'on désire vraiment, ou pire encore, dans le désir de ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Imaginez quelqu'un qui consacre 20 ans à poursuivre une carrière, persuadé que c'est un signe de réussite. Une fois au sommet, il ressent un vide inexplicable. Il a obtenu ce qu'il désirait, certes, mais ce désir ne lui appartenait pas. C'était celui de quelqu'un d'autre, inconsciemment incarné, et maintenant, même au sommet, il se sent perdu. Car le désir, lorsqu'il est mal interprété, n'apporte rien. Il ne fait qu'épuiser. Spinoza démontre que nos affections, les émotions que nous ressentons au contact du monde, façonnent directement nos désirs. Un compliment inattendu peut susciter un nouvel objectif de vie. Un rejet traumatisant peut engendrer un blocage qui perdure pendant des décennies. Chaque jour, nos désirs évoluent à notre insu. Nous sommes façonnés par nos expériences, et moins nous en sommes conscients, plus nous devenons prisonniers de désirs que nous n'avons même pas choisis. Mais alors, quel serait un désir plus authentique? Selon Spinoza, c'est celui qui naît de la connaissance, d'une compréhension claire de qui l'on est, de ce qui nous affecte, du fonctionnement des choses.
C'est le désir qui surgit non du manque, mais de la présence. Non de la comparaison, mais de la lucidité. Un désir qui nous fortifie car il repose sur la compréhension et non sur la réflexion. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus intérieur lent, profond, presque imperceptible, mais profondément transformateur, car lorsqu'on commence à examiner honnêtement ses propres désirs, ils cessent d'être incontestables, et en cessant d'être absolus, ils deviennent malléables. On n'est plus condamné à suivre ce vieux schéma. On peut, petit à petit, en écrire un nouveau. Noter un nouveau désir est l'une des choses les plus puissantes que l'on puisse faire. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que l'on désire aujourd'hui, mais de comprendre pourquoi on le désire, d'où vient cette impulsion, ce qu'elle promet et ce qu'elle apporte réellement. Il s'agit de ne pas confondre intensité et sens. Et surtout, il s'agit de ne pas passer sa vie à courir après des objectifs qui, au final, nous éloignent de notre véritable nature. Spinoza nous invite à sortir le désir de son pilotage automatique, observer, questionner, explorer. Pourquoi sommes-nous attirés par certains chemins et pas par d'autres? Pourquoi quelque chose nous dérange-t-il autant alors qu'une autre personne y prête à peine attention? Pourquoi cette personne, ce mode de vie, cette réussite nous fascine-t-il? Plus nous approfondirons ces questions, plus nous y verrons clair sur nous-mêmes. Et cette clarté change tout, car elle vous permet pour la première fois de choisir autrement, non pas par impulsion, non pas pour plaire, non pas pour fuir la souffrance, mais parce que c'est logique, parce que cela crée un lien, parce que cela vous épanouit véritablement. C'est alors que le désir cesse d'être une répétition et devient une création. Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi. Peut-être avez-vous toujours cru que vos désirs étaient le fruit de votre propre volonté. Mais vous savez maintenant que c'est plus complexe, que votre désir est une histoire écrite par d'autres, mais que vous pouvez réécrire si vous avez le courage de l'examiner avec honnêteté. Au final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ce que vous désirez, mais qui le désire en vous. Il s'agit de découvrir si c'est vraiment vous qui êtes là, ou simplement une somme de vieilles voix qui se sont installées et qui parlent maintenant plus fort que la vôtre. Spinoza ne souhaite pas que vous réprimiez vos désirs, mais que vous les compreniez. Car c'est seulement grâce à cette compréhension que la vie cesse d'être un scénario appris par cœur et devient un véritable chemin. Désirer n'est pas une erreur en soi, mais désirer aveuglément, c'est vivre endormi. Et celui qui vit endormi, même s'il réalise ses rêves, se réveille les mains vides. Désirer clairement, en revanche, c'est s'éveiller à soi-même. C'est enfin commencer à vivre pleinement. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la vie est une sorte d'échelle. Chaque marche représente un effort. Chaque effort engendre un progrès. Celui qui grimpe le plus haut mérite davantage. C'est ainsi que cela fonctionne, dit-on. Mais si c'était vrai, pourquoi tant de personnes qui s'efforcent tant restent-elles bloquées au même point? Pourquoi tant de gens qui ont peu accompli, au sommet de la hiérarchie, donnent-ils des conseils sur le travail acharné? Il y a quelque chose dans ce jeu qu'est la vie qui semble détonner. Et Spinoza, sans même employer ces termes, avait déjà dénoncé cette farce. Le mérite ne détermine pas le résultat. Quand on parle de réussite, on l'associe presque automatiquement à la compétence. Si quelqu'un a réussi, c'est forcément qu'il l'a mérité. Si vous êtes devenu riche, c'est grâce à votre travail. Si vous avez gagné, c'est grâce à votre combativité. Mais que se passe-t-il quand on y regarde de plus près? La vérité commence à nous déranger. Car la réussite, la plupart du temps, n'est pas l'aboutissement d'une course équitable. C'est plutôt comme le résultat d'une loterie, où certains avaient déjà la main gagnante dès le départ. Spinoza nous aide à comprendre pourquoi le mérite n'est pas le principal moteur de la vie. Tout, selon lui, est régi par une chaîne infinie de causes et d'effets. Et cela vaut aussi pour l'effort. Votre capacité à travailler dur, à persévérer, à surmonter les obstacles ne surgit pas de nulle part. Elle est le fruit d'une combinaison de facteurs aussi complexes qu'invisibles.
votre environnement, votre patrimoine génétique, vos premières expériences, l'amour que vous avez reçu ou son absence. Tout cela a façonné votre comportement, y compris votre détermination. Considérons ceci. Si même l'effort est déterminé par des causes que nous ne choisissons pas, comment peut-on affirmer qu'une personne mérite quelque chose sur cette base? La notion même de mérite s'en trouve fragilisée, car elle repose sur l'idée que chacun part du même point et que chacun a le même pouvoir d'action. Or, cela n'a jamais été le cas. Certains sont nés avec 2 dés en main, d'autres avec un seul. Certains ont pris le départ avec plusieurs mètres d'avance, d'autres avec des chaînes aux pieds. La métaphore la plus brutale et la plus juste est celle d'un jeu truqué. Imaginez un plateau de jeu où les joueurs sont placés aléatoirement. L'un commence près du prix final. L'autre, loin derrière, avec 2 fois plus d'obstacles. Ils lancent les dés, suivent les règles, mais les probabilités sont défavorables à l'un et favorables à l'autre dès le départ. Et pourtant, à la fin de la partie, chacun prétend que la compétition était équitable, que le vainqueur était le plus intelligent, le plus déterminé, le plus méritant. Mais la vérité est tout autre. Le vainqueur était celui qui était déjà favorisé par les règles invisibles du jeu. C'est dérangeant. Il est bien plus réconfortant de croire que notre position dans le monde est le reflet de notre mérite. Cela nous remplit de fierté. Cela nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Mais Spinoza nous oblige à poser la question que personne n'ose formuler. Que contrôlons-nous réellement? Car si tout est la conséquence de causes antérieures, y compris nos efforts, alors nous ne sommes pas les artisans du mérite. Nous n'en sommes que l'expression. Et cela change tout. Car cela nous oblige à considérer l'échec différemment. Cette personne qui s'efforce chaque jour sans parvenir à ses fins, est-elle vraiment incompétente? Ou le système était-il truqué contre elle dès le départ? Et cette autre personne, qui semble faire peu et pourtant accumule les victoires, est-elle vraiment un génie ou simplement favorisée par un système qui l'a choisi avant même sa naissance? Quand on comprend ce que Spinoza veut dire, quelque chose commence à se dissoudre. Cette idée de justice naturelle, que le monde récompense ceux qui le méritent, devient intenable. Car ce n'est pas l'effort qui détermine le résultat, mais l'ensemble des facteurs qui échappent à notre contrôle. C'est notre lieu de naissance, notre corps, la couleur de notre peau, notre nom de famille, le temps, le hasard. C'est ce qui nous a été donné avant même que nous sachions ce que signifie gagner ou perdre. Mais cela ne signifie pas que l'effort ne compte pas. Bien au contraire. Mais il s'inscrit dans une équation bien plus complexe. Le problème survient lorsque cette équation se réduit à une formule simpliste et injuste. Ceux qui ont plus méritent plus. Cette formule est un mensonge commode pour les plus riches. Car elle justifie leur position et blâme les plus pauvres. Elle donne l'impression que l'inégalité est une conséquence naturelle d'un mérite inégal. Alors qu'en réalité, elle est l'effet direct d'un système qui distribue les privilèges comme s'il s'agissait de prix, sans jamais égaliser les conditions de départ. Spinoza, en expliquant les mécanismes causaux de la réalité, ne cherche pas à éliminer l'effort de l'équation. Il affirme que l'effort a lui aussi une cause, et cela, par conséquent, ne saurait constituer une justification morale absolue, car il ne s'agit pas d'un choix pur, mais d'un résultat. C'est l'expression du pouvoir d'exister, pouvoir qui a été façonné, stimulé ou réprimé tout au long de la vie. Cela signifie que la réussite n'est jamais neutre. Elle ne se résume pas au résultat final, mais englobe tout le chemin parcouru. Ignorer ce cheminement, c'est renforcer une logique perverse, celle qui récompense ceux qui étaient déjà en avance et blâme ceux qui n'ont jamais eu leur chance, celle qui transforme le privilège en mérite, celle qui normalise l'injustice au nom d'un effort souvent superflu. Bien sûr, il y a ceux qui s'efforcent véritablement, il y a ceux qui surmontent de véritables obstacles. Il y a ceux qui se réinventent, qui guérissent de profondes souffrances, qui transforment leur vie par le courage et un travail acharné. Mais même ceux-là, selon Spinoza, ne partent pas de rien.
Ils sont traversés par des forces, des rencontres, des affections qui éveillent en eux une puissance à laquelle d'autres n'ont peut-être pas eu accès. Et cela ne diminue en rien leurs accomplissements. Mais cela les rend impossibles à utiliser comme mesure universelle de la valeur. Quand on comprend que le jeu est truqué, il ne s'agit pas d'abandonner, il ne s'agit pas de cesser d'essayer, il s'agit d'arrêter de juger. Il s'agit de comprendre que le mérite ne peut être mesuré sans tenir compte des causes invisibles. Il s'agit de regarder ceux qui ont été laissés pour compte avec moins d'arrogance et plus de compassion. Car peut-être n'ont-ils même pas eu la chance de jouer. Le plus pervers, c'est que bien souvent la personne la plus lésée se sent responsable de l'échec. Elle a l'impression de ne pas avoir assez essayé, qu'elle aurait dû faire plus, qu'elle ne le méritait pas. Et ainsi, le système gagne deux fois. D'abord en limitant les actions de l'autre, puis en lui faisant croire que la faute lui incombe. Spinoza propose une voie de sortie, la compréhension. Comprendre les causes, déconstruire les illusions, reconnaître les structures qui façonnent les parcours. Ce n'est que lorsque nous aurons clairement compris que le mérite seul n'explique pas le succès que nous pourrons commencer à reconstruire nos idées sur la justice, la valeur et la dignité. Car au final, le plus grand piège de ce jeu réside peut-être moins dans l'inégalité des conditions que dans la croyance collective en son équité. Tant que cette croyance n'est pas remise en question, nous continuons à jouer comme si tout dépendait uniquement de notre coup, ignorant le fait que l'échiquier était déjà faussé avant même que nous ne posions notre pièce. Le plus cruel, c'est que nombre de ceux qui ont atteint le sommet, même conscients de leurs avantages, préfèrent croire que tout est dû au mérite, car il est plus facile d'être fier que de le reconnaître. Il est plus agréable de se voir comme un exemple à suivre que comme un privilégié. Mais quand cela arrive, on perd quelque chose. On perd la possibilité de regarder les autres avec honnêteté. On perd la possibilité de bâtir une société où le mérite a une réelle valeur. Car tant qu'on fera semblant que les règles du jeu sont justes, ce sera toujours tout le contraire. Comprendre cela ne nous fait pas baisser les bras. Cela nous éveille. Cela nous arrache à l'illusion et nous ramène à la réalité. Une réalité difficile, certes, mais nécessaire. Une réalité où le mérite existe, mais non de façon isolée. Et où le succès, s'il n'est pas compris dans ses causes, devient un prétexte vain pour maintenir le statu quo. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un qui a mal agi et de penser « cette personne a fait ce choix, elle aurait pu agir autrement ». La plupart d'entre nous raisonnons ainsi. Nous croyons que les individus sont libres, qu'ils auraient pu faire un autre choix et que par conséquent, ils doivent être tenus responsables de leurs actes. C'est une logique simple, presque naturelle. Mais Spinoza déconstruit cette logique avec une brutalité inouïe. Selon lui, nul n'agit isolément. Nul ne prend de décision en dehors de la chaîne des causes qui constitue la réalité. Dès lors, si chaque action a une cause antérieure, pourquoi continuons-nous à traiter les autres et nous-mêmes comme s'ils étaient coupables de leurs actes? Le concept de culpabilité repose sur une hypothèse, la liberté de choix. L'idée qu'on aurait pu agir autrement est le fondement de la culpabilité. Mais si l'on comprend que les êtres humains n'agissent pas depuis un centre magique et autonome, mais plutôt sous l'effet d'innombrables facteurs qui les ont façonnés, alors ce fondement s'effondre. Celui qui commet une erreur n'en est pas le seul responsable. Il est le résultat d'une équation qui a commencé bien plus tôt, avec des traumatismes, des peurs, des carences, des pressions, des absences, des impulsions et des interprétations qu'il ne comprend pas lui-même. Lorsque Spinoza affirme que personne n'est coupable, il ne nie pas l'existence de l'erreur. Il nie que l'erreur résulte d'un libre choix. Mais voici le point le plus délicat. Affirmer que personne n'est coupable ne signifie pas que les gens sont innocents. Car l'innocence, telle que nous l'entendons, recèle elle aussi une illusion. L'illusion que les êtres humains sont, par essence, purs. Et que si quelque chose a mal tourné, c'est parce qu'ils se sont corrompus. Or, Spinoza ne croit pas à l'essence morale.
Pour lui, les êtres humains sont un mode de la nature, et ils agissent selon leur potentiel, ou ses limites. Nous sommes capables de faire de belles choses comme de cruelles choses, non pas parce que nous choisissons entre le bien et le mal, mais parce que nous sommes affectés de différentes manières, que nous réagissons comme nous le pouvons, et que nous n'avons pas toujours les moyens d'agir autrement. La justice proposée par Spinoza n'est pas une justice punitive. Elle se fonde sur la compréhension. Mais il ne s'agit pas d'une compréhension indulgente. C'est une compréhension lucide qui permet de comprendre pourquoi quelqu'un a agi d'une certaine manière et précisément pour cette raison, d'intervenir plus efficacement. Car punir sans comprendre, c'est répéter l'erreur. C'est laisser se reproduire la même faute, sous un autre nom, dans un autre corps, dans une autre rue. La société punit comme si la punition était une réponse rationnelle. Mais bien souvent, il ne s'agit que de vengeance déguisée en justice. Et si cela vous paraît abstrait, pensez à la vie réelle. Combien de fois avez-vous mal réagi face à une situation, puis vous êtes-vous demandé « Pourquoi ai-je agi ainsi ?» Peut-être avez-vous crié sur quelqu'un, peut-être avez-vous renoncé à quelque chose d'important, peut-être êtes-vous resté silencieux alors qu'il aurait fallu parler. Sur le moment, cela semblait juste ou inévitable. Ce n'est que plus tard, avec le recul, que la question s'est posée « Qu'est-ce qui m'a conduit à cela ?» Et si vous avez creusé cette question honnêtement, vous avez forcément trouvé des causes. Peut-être un vieux ressentiment, peut-être la peur du rejet, peut-être une croyance cachée. C'est ce que Spinoza appelle comprendre l'action comme effet. Et si cela fonctionne pour nous, pourquoi en serait-il autrement pour les autres ? Imaginez maintenant que cette logique soit appliquée à grande échelle. Au lieu de simplement punir l'erreur, imaginez que l'on cherche à en comprendre les causes. Non pas pour tout justifier, mais pour rompre le cycle à la racine. C'est tout le contraire de la simple désignation d'un coupable. Il s'agit de rechercher la cause de l'action et, si possible, d'empêcher qu'elle ne se reproduise. Le problème, c'est que la culpabilité crée une dépendance. Elle donne une fausse impression d'ordre. Il est plus facile de croire que le monde est composé de coupables et d'innocents, de méchants et de bons, de gens qui ont raison et de gens qui ont tort. Cette pensée instaure une division confortable, mais illusoire. Car à y regarder de plus près, on réalise que nous avons tous, à un moment ou un autre, été les deux faces de cette pièce. Nous avons tous commis des erreurs, même en essayant de bien faire. Nous avons tous blessé quelqu'un sans nous en rendre compte. Nous avons tous été des vecteurs de souffrance en croyant simplement nous défendre. Et cela vaut aussi pour ceux que nous admirons. Nul n'est totalement innocent, nul n'est un modèle absolu, car chacun est pris dans le même réseau d'affection et de limites. La différence entre une erreur visible et une erreur invisible réside uniquement dans le moment où elle se produit. Certains se trompent en silence. Certains blessent en souriant, certains détruisent sans élever la voix, et ces personnes passent souvent pour innocentes, alors qu'elles ont simplement eu la chance de se tromper d'une manière plus acceptable. Spinoza nous invite à abandonner les jeux moraux simplistes, à nous défaire de ce tribunal intérieur qui juge tout en termes de bien et de mal, comme si la vie était un code pénal. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout laisser passer, mais plutôt que juger sans comprendre est aveugle, que réagir sans comprendre, c'est perpétuer, et que pointer du doigt sans enquêter, c'est répéter l'erreur d'autrui avec un fantasme de supériorité. On pourrait se demander, donc personne n'est responsable de rien ? C'est une question légitime, mais ici, responsabilité ne rime pas avec culpabilité. Être responsable, c'est reconnaître que nos actions ont des conséquences, que nous participons activement à un réseau de causes, que nos actes ont un impact, mais que nous ne pouvons agir mieux que si nous comprenons nos motivations. La véritable responsabilité naît de la lucidité, non de la peur du châtiment. Et cette différence est fondamentale, car lorsqu'une personne agit uniquement pour éviter une punition, elle ne change pas intérieurement. Elle ne fait que mieux le dissimuler.
Mais lorsqu'elle comprend pourquoi elle a agi ainsi, lorsqu'elle reconnaît les causes de son comportement, lorsqu'elle en perçoit la racine, alors une véritable transformation devient possible. Car là où il y a compréhension, il y a choix. Non pas une liberté absolue qui n'existe pas, mais une liberté relative, fruit de la compréhension de ce qui nous influence. Cela vaut aussi pour l'introspection. Combien de fois vous blâmez-vous pour vos actions passées? Combien de fois portez-vous un fardeau ancien comme si vous auriez pu agir autrement? Peut-être auriez-vous pu, mais seulement si votre histoire avait été différente, si le contexte avait été différent, si vous aviez bénéficié d'un soutien différent. La culpabilité personnelle, tout comme celle des autres, est un piège. Elle paralyse. Elle fixe le regard sur l'erreur sans en rechercher l'origine. Or, Spinoza nous enseigne qu'il ne suffit pas de dire « j'avais tort ». Il faut se demander « pourquoi avais-je tort ?» Et plus important encore, que puis-je faire de ce que j'ai appris? Personne n'est coupable, mais personne n'est innocent non plus. Cette phrase n'est pas un paradoxe, c'est un appel à l'action, à dépasser les jugements superficiels et à embrasser une compréhension plus profonde de la vie. Une compréhension où personne n'est défini uniquement par ses erreurs, où chaque action est le symptôme d'un problème plus vaste, où la justice commence lorsque nous cessons de crier « coupable » et commençons à nous demander quelle en est la cause. Voici l'éthique de Spinoza. Non pas une éthique de la punition, mais une éthique de la clarté, où le bien n'est pas une obligation morale, mais le fruit naturel de la compréhension, et où le mal n'est pas une déviation mystique, mais une conséquence de l'ignorance. Lorsque nous comprenons cela, le monde change, car nous cessons de simplement réagir et commençons à agir consciemment. Et alors seulement, peut-être, pourrons-nous cesser de répéter les mêmes souffrances. Certaines personnes nourrissent une haine sourde. Elles n'explosent pas, ne crient pas, ne cherchent pas à se venger. Mais elles la gardent enfouie. Elles accumulent de petites souffrances, des comparaisons silencieuses, des ressentiments mal digérés. Elles observent le succès des autres comme si elles assistaient à un match qu'elles savent déjà perdu. Et à chaque nouvelle victoire, elles ressentent un malaise grandissant, indicible. Ce sentiment a un nom. Spinoza l'appellerait affect triste. Nous l'appelons ressentiment. Le ressentiment ne naît pas de ce que possède l'autre, mais de ce que vous pensez ne jamais pouvoir obtenir. Il surgit lorsque vous regardez le monde avec le sentiment d'être laissé pour compte, lorsque vous voyez quelqu'un réussir ce que vous désiriez avec 2 fois moins d'efforts, lorsque vous réalisez que malgré tous vos efforts, vous stagnez. Et le plus cruel, il grandit en silence, souvent sous vos applaudissements. Car celui qui nourrit du ressentiment n'en vit pas avec colère, mais avec souffrance. C'est là que Spinoza nous offre une clé essentielle. Pour lui, chaque émotion est un signe de notre capacité d'agir. Lorsque nous sommes touchés positivement, nous ressentons de la joie, un sentiment d'épanouissement, une présence. Mais lorsque nous sommes touchés négativement, notre force diminue. Nous devenons plus faibles, plus passifs, plus réactifs. Et le ressentiment est précisément cela, une émotion qui nous freine, qui nous vide de notre substance, qui nous fait vivre comme si la vie était une dette que le monde refuse de payer. Une personne pleine de ressentiment se croit lucide. Elle croit percevoir clairement l'injustice du monde, comprendre comment celui-ci favorise les malfaiteurs, les faibles, les privilégiés. Mais au fond, le ressentiment n'est pas lucidité. C'est une impuissance déguisée en jugement, une colère sans exutoire. Et c'est pourquoi elle se transforme en paralysie. Spinoza est direct. Tout ce qui nous diminue est contraire à la raison. Car pour lui, la raison n'est pas qu'un exercice logique. C'est un outil pour accroître notre force, mieux comprendre ce qui nous affecte, agir avec plus de lucidité, sortir de la passivité. Or, le ressentiment est précisément son contraire. Il nous affecte profondément, mais nous empêche d'agir. Il nous fait croire que le problème vient toujours de l'extérieur. Et pendant que nous cherchons à l'extérieur, nous ne parvenons pas à construire de l'intérieur.
Vous connaissez peut-être ce sentiment, celui de se comparer à quelqu'un et d'avoir l'impression d'avoir perdu. Celui de regarder la vie d'autrui et de se demander pourquoi la vôtre est si différente. Celui de croire que, malgré tous vos efforts, vous ne serez jamais reconnu, apprécié, aimé comme vous l'imaginez. Et au lieu de transformer ce sentiment en action, en mouvement, en changement, vous vous y accrochez. Vous vous inventez des histoires. Vous justifiez votre souffrance en disant que l'autre a eu de la chance, que le monde est injuste, que rien n'a de sens. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous devenez amer. Le ressentiment n'est jamais direct. Il ne se manifeste pas par des « je suis envieux » ou des « je suis en colère ». Il se dissimule sous des apparences de lucidité, de justice ou de critique sociale. Mais derrière cette façade se cache une vieille souffrance, celle de l'échec, celle de ne pas se sentir à la hauteur, celle de ne pas avoir obtenu ce que l'on croyait mériter. Et alors surgit la question qui change tout. Que faire? Comment gérer cette impuissance sans s'y laisser consumer? Spinoza dirait « comprenez ». Ne combattez pas ce sentiment comme s'il s'agissait d'un ennemi. Considérez-le comme un instrument d'investigation. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle est la source de cette souffrance? Quelle idée me suis-je faite de moi-même, de l'autre, du monde? Car le ressentiment naît de la comparaison, mais pas de n'importe quelle comparaison. Il naît d'une comparaison qui nous paraît injuste. Nous croyons mériter quelque chose, que nous devrions être mieux lotis, que la vie nous a lésés. Et plus nous y croyons, plus le ressentiment grandit. Mais en réalité, cette notion de mérite est rarement remise en question. D'où vient-elle? Pourquoi pensons-nous que le monde devrait être juste envers nous? Quelle promesse invisible a été faite et jamais tenue? Spinoza ne promet pas de consolation. Ce qu'il offre, c'est la clarté. Il nous rappelle que le monde n'est pas moral, qu'il n'est pas organisé selon ce qui est juste ou injuste selon nos sentiments. Le monde fonctionne selon des causes. Et lorsque nous comprenons ces causes, nous cessons de réagir avec ressentiment et commençons à agir consciemment. Cela signifie-t-il que la personne qui éprouve du ressentiment doit renoncer à la comparaison? Non. Cela signifie qu'elle doit comprendre ce qui en réalité est comparé. Car, le plus souvent, ce qui blesse, ce n'est pas ce que possède l'autre, mais ce que vous croyez que cela révèle de vous. La réussite des autres semble confirmer votre échec. L'amour des autres semble prouver votre solitude. Mais cette interprétation n'est pas objective. C'est une interprétation, et comme toute interprétation, elle peut évoluer. Se débarrasser du ressentiment n'est pas chose facile, car il s'intègre à notre identité. On finit par se définir par ce qui nous a manqué. Et chaque fois qu'on voit quelqu'un réussir, cette part de nous se sent menacée. Comme si le succès d'autrui effaçait nos propres efforts. Mais ce n'est qu'une illusion. Rien n'est rare au monde. La reconnaissance d'autrui ne nous vole pas la nôtre. Les réussites des autres ne diminuent en rien ce que nous avons construit. Mais la personne rancunière ne le voit pas, car elle est persuadée qu'il n'y a de la place que pour quelques-uns. C'est là que la logique de la comparaison devient une prison, car comparer, c'est supposer une hiérarchie fixe, un sommet, un podium. Et si l'autre s'élève, on chute automatiquement. Mais Spinoza déconstruit cette logique. Pour lui, chaque être possède son propre potentiel, sa propre manière d'exister, son propre mouvement. Et la liberté réside dans le fait de vivre en accord avec ce potentiel, et non dans la compétition avec celui d'autrui. Le ressentiment nous emprisonne car il nous coupe de nous-mêmes. Il nous pousse à regarder vers l'extérieur, à attendre réparation, reconnaissance, explication. Et plus nous attendons, plus nous sommes paralysés. Comme si le monde nous devait quelque chose qu'il n'a jamais promis, comme s'il existait un fossé entre ce que nous ressentons et ce que le monde prétend que nous valons. Mais cette dette n'est pas réelle. Elle est construite. Elle découle d'idées confuses sur la valeur, le mérite et la justice. Et ces idées ne se dissipent que lorsqu'on les confronte, lorsqu'on a le courage d'admettre que l'autre n'est pas le problème, que sa réussite n'est pas une attaque, que ce qui blesse, ce n'est pas ce qu'il possède, mais ce que nous croyons qu'il confirme en nous.
Spinoza nous invite à rompre ce cycle, à cesser de vivre comme si nous accumulions les preuves d'une injustice, à cesser de regarder le monde à travers le regard de celui qui a perdu, car tant que nous agirons ainsi, nous resterons prisonniers, non pas de l'autre, non pas de la société, mais d'une image déformée de nous-mêmes. La liberté ne consiste pas à être reconnu, mais à se reconnaître soi-même, à savoir ce qui compte vraiment, à agir non par vengeance, mais par conviction. Et lorsqu'on comprend cela, le ressentiment perd son emprise, car il ne trouve plus sa place là où existait autrefois le besoin. En fin de compte, le ressentiment est le sentiment le plus coûteux que nous puissions nourrir. Il nous vole notre temps, notre énergie et notre lucidité. Il nous persuade d'être éveillés alors qu'en réalité, nous sommes prisonniers d'un récit qui répète inlassablement la même histoire. L'autre a gagné et nous avons été laissés pour compte. Mais ce n'est pas l'autre qu'il faut vaincre, c'est ce récit. Cette histoire mal racontée qui a transformé sa souffrance en une sentence. Et Spinoza montre que lorsqu'on comprend son origine, il commence à perdre de son pouvoir. Et ce qui demeure, c'est ce qui a toujours été là. Une vie qui attend d'être vécue, sans comparaison, sans dette, sans ressentiment. On nous inculque dès notre plus jeune âge que la liberté est le pouvoir de choisir. Qu'être libre signifie avoir des options, que plus on a de décisions à prendre, plus on est libre. Cela paraît évident. Mais que se passe-t-il lorsqu'on commence à choisir contre soi-même ? Lorsqu'on répète des schémas qui nous nuisent, lorsqu'on s'obstine sur des chemins qui semblent être les nôtres, mais qui sont en réalité hérités d'autrui. Pour Spinoza, la liberté ne réside pas dans la quantité d'options, mais dans la compréhension que l'on a des raisons qui motivent nos choix. Cela change tout. Car, dans cette perspective, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est comprendre pourquoi on désire ce que l'on désire. La liberté n'est pas l'opposé de la nécessité, c'est la compréhension de la nécessité. Il ne s'agit pas de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais de reconnaître nos motivations et d'agir en pleine conscience. C'est cesser d'être poussé par des forces invisibles et commencer à percevoir chaque impulsion pour ce qu'elle est réellement. Un effet. Un effet qui ne peut être transformé que s'il est compris. Imaginez quelqu'un qui s'auto-sabote systématiquement à la dernière minute, qui est sur le point d'y arriver, mais n'y parvient jamais, qui démarre avec enthousiasme, mais abandonne peu après. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à un choix. On dirait que cette personne décide de renoncer à son engagement, qu'elle choisit de ne pas s'engager. Mais il ne s'agit pas de liberté. C'est la répétition inconsciente d'un schéma. C'est un désir entaché par la peur, par des expériences non résolues, par de vieilles blessures. Tant qu'elle ne comprendra pas les causes de ce comportement, elle continuera de croire qu'elle a choisi. Mais elle n'a pas choisi. Elle a réagi. Spinoza le souligne clairement. Tout ce que nous faisons a une cause. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action. Et tant que ces causes demeurent inconnues, nous agirons comme si nous étions libres. Mais nous serons seulement guidés par des courants invisibles. La liberté n'est pas l'absence de cause. Cela n'existe pas. La liberté est la reconnaissance claire des causes qui nous affectent. C'est le dépassement de la réaction. C'est la capacité d'agir avec lucidité. Imaginez une personne qui vit dans la colère, toujours explosive, toujours réactive, toujours prête à la confrontation. Elle pense peut-être simplement être fidèle à elle-même, s'affirmer, ne pas se laisser faire. Mais si elle s'arrête pour comprendre l'origine de cette colère, elle découvrira peut-être qu'il s'agit d'un vieux mécanisme de défense, une armure forgée dans l'enfance pour se protéger de l'abandon, de l'humiliation, de l'invisibilité. Et cette colère, qui semble être un choix, est en réalité un piège. Tant qu'elle n'en comprendra pas l'origine, elle restera prisonnière de sa colère, croyant agir librement, alors qu'en réalité, elle ne fait que réagir au passé. C'est là que la proposition de Spinoza se révèle aussi puissante que dérangeante.
car elle nous dépouille du fantasme du contrôle absolu, mais nous offre en retour quelque chose de bien plus précieux, la possibilité d'agir avec lucidité, de vivre activement et non plus seulement de manière réactive. Il propose une liberté silencieuse, qui ne crie pas « fais ce que tu veux ». C'est une liberté profonde et silencieuse, née d'une véritable connaissance de soi, celle qui exige de se confronter à ses propres parts d'ombre. Quand on comprend ce qui nous motive, on cesse de se laisser porter. Quand on comprend ce qui nous freine, on cesse de s'en vouloir. Quand on comprend pourquoi on répète certains schémas, on commence à faire place à la nouveauté. Et ce n'est pas un miracle. C'est un processus d'observation honnête de soi-même, d'examen de chaque impulsion, de chaque croyance, de chaque comportement. Non pas avec jugement, mais avec curiosité, comme quelqu'un qui cherche vraiment à savoir qui il est, d'où il vient, pourquoi il agit ainsi. Attention, comprendre ne signifie pas se justifier. Nombreux sont ceux qui confondent les deux. Ils pensent qu'en comprenant leur motivation, ils s'exonèrent de toute responsabilité. Or, c'est tout le contraire. Ce n'est qu'en comprenant profondément les causes d'une action que l'on commence à en assumer la véritable responsabilité. Avant cela, on ne fait que réagir. On agit en pilote automatique, croyant maîtriser la situation, mais guidé par des mécanismes inconscients. Cette compréhension transforme aussi notre façon d'interagir avec autrui. Face à un comportement répréhensible, la réaction la plus courante est le jugement. Cette personne est toxique. Elle a un mauvais caractère. Elle l'a fait exprès. Mais si l'on applique la logique de Spinoza, on constate que cette attitude est elle aussi un effet. Un effet de la souffrance, des croyances, des peurs, des distorsions cognitives. Cela n'efface pas les dégâts, mais cela modifie notre perspective. Et peut-être, fort de cette nouvelle perspective, pouvons-nous réagir avec plus d'intelligence, et non plus seulement par la punition. Pour Spinoza, la véritable liberté est bien plus liée à la sagesse qu'à la volonté. C'est le sage, et non l'impulsif, qui s'approche de la liberté. Car le sage comprend ses propres affections, il comprend les lois qui régissent ses pensées, il comprend les mécanismes internes qui le mettent en mouvement, et par conséquent, il peut choisir plus consciemment. Non pas en faisant tout ce qui lui plaît, mais en agissant en harmonie avec sa propre nature. Cela vous paraît insignifiant? Détrompez-vous, cela change tout. Car une personne qui comprend qui elle est, ce qu'elle ressent, pourquoi elle le ressent et comment ses sentiments la guident, cesse d'être ballottée par les circonstances. Elle ne se perd pas dans le ressentiment, les disputes stériles ou le sabotage silencieux. Elle n'a besoin de convaincre personne pour se sentir entière. Car elle ne cherche plus à compenser des absences par des réussites. Elle vit simplement en accord avec sa vérité. Voilà la liberté que propose Spinoza. Une liberté sans spectacle, sans arrogance, sans illusion. Une liberté qui exige des efforts, certes, mais non pas l'effort de tout contrôler. C'est l'effort d'une compréhension profonde. Et c'est rare, car la plupart des gens ne désirent pas ce genre de liberté. Ils préfèrent le fantasme de la maîtrise, parce que c'est plus facile, plus rapide, plus confortable. Mais ceux qui ont connu l'autre côté le savent, rien n'est plus libérateur que la compréhension. Comprendre pourquoi on ressent ce que l'on ressent. Comprendre pourquoi certaines personnes nous attirent. Pourquoi on répète certaines phrases. Pourquoi on fuit certaines situations. Et surtout, comprendre que tout cela peut être vu clairement. Et, une fois vu, cela peut être transformé, non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Non pas en changeant le monde qui nous entoure, mais en changeant notre rapport à ce que nous vivons. La compréhension est le seul moyen de ne plus être prisonnier de soi-même. Car tant que nous ne comprenons pas ce qui nous anime, nous vivons comme des feuilles emportées par le vent. Nous croyons être maîtres de nos choix, alors qu'en réalité, nous ne faisons que nous laisser porter. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je suis comme ça », j'ai toujours été comme ça, je ne peux pas changer, arrêtez-vous. Et demandez-vous, pourquoi suis-je comme ça? Qu'est-ce qui m'a conduit à cela?
Qu'est-ce qui m'empêche de changer? Cela peut paraître simple, mais ces questions sont des clés, ce sont des portes, et quiconque a le courage de les franchir commence à vivre une liberté qui ne dépend d'aucune circonstance. Car elle ne vient ni de ce que vous possédez, ni de ce que vous faites. Elle vient de ce que vous comprenez. Voilà la vraie liberté, la seule que Spinoza jugerait digne de ce nom. Une liberté silencieuse, mais qui transforme tout de l'intérieur. Une liberté qui naît lorsqu'on cesse de vouloir contrôler sa vie et qu'on commence à la comprendre. Il existe une attente tacite que la plupart des gens nourrissent. L'idée que la vie est une montagne et que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous en compétition pour atteindre le sommet. Ce sommet change de nom selon le point de vue. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, la reconnaissance. Pour d'autres encore, la stabilité. Mais l'illusion demeure la même. Atteindre un point final où, enfin, tout prend son sens. Or, Spinoza brise ce fantasme sans ménagement. Il affirme une chose, à la fois troublante et libératrice. Ce sommet universel n'existe pas. Il n'y a pas de ligne d'arrivée qui justifie les efforts de chacun. La véritable victoire ne réside pas dans le fait de gagner la partie, mais dans le fait de vivre selon ses véritables règles. La première règle est simple et douloureuse. La vie n'est pas faite pour se conformer à votre imagination. Elle n'est pas conçue pour combler vos attentes. Elle ne s'organise pas d'elle-même en fonction de votre confort. Elle est indifférente. Elle se déroule, tout simplement. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous commencerez à jouer le jeu de la vie. Car beaucoup passent des décennies à essayer de forcer le monde à se comporter comme il le souhaite, à lutter contre le courant, à créer des frustrations inévitables. Le résultat est toujours le même: l'épuisement, la colère, le découragement, le sentiment que la vie vous a trahi. Mais en réalité, c'est vous qui avez trahi la réalité. Spinoza affirme que la seule liberté possible naît de la compréhension, et la seule victoire possible naît de l'acceptation lucide de cette compréhension. Ce n'est ni la résignation, ni la passivité. C'est comprendre le fonctionnement réel du monde et agir en conséquence. C'est comme naviguer. La mer ne s'adaptera jamais au bateau. Mais ceux qui comprennent la mer peuvent la traverser d'une manière presque magique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. La seconde loi de la réalité est encore plus profonde. Chaque personne possède un pouvoir différent, et il est impossible de comparer équitablement ces différents pouvoirs. Certains naissent avec une aptitude à apprendre vite. D'autres naissent avec la patience de répéter les mêmes choses 1000 fois. D'autres encore font preuve de courage, de sensibilité ou de sens pratique. Certains possèdent plusieurs de ces qualités à la fois. D'autres n'en possèdent presque aucune. Et l'illusion de notre époque est de croire que chacun devrait atteindre le même niveau. Qu'il existe un modèle de vie idéal et que quiconque ne l'atteint pas a échoué. Mais Spinoza déconstruit cette idée avec la simplicité de celui qui appréhende la nature humaine comme un phénomène, non comme une compétition. Chacun ne peut s'épanouir pleinement qu'en agissant selon son propre potentiel. En tentant de suivre le modèle d'autrui, on se perd. C'est comme essayer de planter un arbre immense dans une terre inadaptée. La graine germe, certes, mais elle ne se développe jamais comme elle le devrait. Et la personne passe sa vie à se sentir insignifiante, alors que le problème ne venait pas d'elle. C'était la graine inadaptée à ce sol. La troisième règle est la plus libératrice. La vie ne consiste pas à gagner, mais à exprimer pleinement son potentiel. La véritable victoire est donc individuelle. Elle ne se mesure pas à l'aune des normes sociales. Elle est incomparable. Elle ne se réduit pas à des chiffres. C'est un sentiment intérieur, celui de vivre une vie qui vous correspond vraiment, qui est en accord avec votre être profond, et non avec les attentes des autres. Réfléchissez au nombre de fois où vous vous êtes senti obligé de choisir quelque chose qui ne vous correspondait pas, au nombre de fois où vous avez poursuivi des objectifs qui n'étaient pas les vôtres. Au nombre de fois où vous vous êtes imposé des chemins qui, honnêtement, ne vous inspiraient rien d'autre qu'un sentiment d'obligation.
Nombre de ces choix ont été faits pour éviter de décevoir autrui. D'autres pour ne pas tomber en dessous des normes sociales. D'autres encore pour éviter d'affronter la question la plus difficile de toutes, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? Cette question est difficile car elle exige du courage, elle exige d'abandonner les attentes héritées. Elle exige de se défaire de rêves qui n'ont jamais germé en vous. Elle exige de se défaire d'une identité construite comme un masque. Mais c'est là, précisément là, que se réalise la victoire de Spinoza. Car vivre en accord avec la réalité, c'est aussi vivre en accord avec sa réalité intérieure, ses limites, ses forces, ses inclinations, ses affections. La quatrième règle, boucle la boucle. Aucune victoire extérieure ne saurait compenser une vie intérieure déséquilibrée. Vous pouvez acquérir richesse, statut, respect. Vous pouvez vous forger une image parfaite. Mais si vous ne vous êtes jamais autorisé à découvrir votre véritable nature, tout cela aura un goût d'effort vain. Comme quelqu'un qui s'entraîne pendant des années pour une course qu'il n'a jamais voulu disputer. Même en cas de victoire, il a perdu. Le véritable tournant, c'est de comprendre que la vie n'est pas une compétition. C'est un espace où chacun doit trouver sa propre voie pour s'épanouir. Pour certains, cet épanouissement passe par la création. Pour d'autres, par le soin apporté à autrui. Pour d'autres encore, par l'apprentissage. Pour d'autres, par l'enseignement. Pour d'autres, par la recherche du silence. Pour d'autres, par le mouvement. La diversité du potentiel humain est telle que tenter de la mesurer avec la même exigence revient à nier la réalité elle-même. Et c'est précisément ce que Spinoza s'efforce de nous restituer. Une manière d'exister non dictée par des objectifs extérieurs, mais par une profonde connaissance de soi. Une liberté qui ne dépend pas des contraintes du monde, mais de la compréhension que l'on a de soi-même. Une victoire qui ne repose pas sur la position sociale, mais sur la cohérence entre qui l'on est et comment on vit. Cette constance est rare. C'est pourquoi tant de gens ressentent un vide permanent, même après d'immenses réussites. Car ce n'était pas de la constance, mais de l'imitation. Ce n'était pas un développement, mais une comparaison. Ce n'était pas un choix, mais un réflexe. Une vie pleinement vécue. Ce que Spinoza appellerait le potentiel actif, est une vie qui ne gaspille pas son énergie à lutter contre l'inévitable. Elle n'est pas gaspillée à tenter de prouver sa valeur à ceux qui ne la comprendront jamais. Ce n'est pas une vie qui passe son temps à poursuivre des idéaux qui ne font qu'exacerber les insécurités. C'est une vie qui refuse de se conformer aux fictions collectives et qui choisit, dans le silence que peu osent affronter, de découvrir sa propre vérité. Quand on vit ainsi, quelque chose change dans sa perspective, cela change dans son attitude, cela change dans sa façon de réagir aux difficultés, car désormais, chaque obstacle n'est plus un ennemi, mais simplement une étape du chemin. Et chaque réussite n'est plus un trophée à exhiber, mais simplement la preuve que le parcours est cohérent. Au final, la seule véritable victoire, celle que personne ne peut nous ravir, celle qui ne dépend pas des applaudissements, celle qui ne s'efface pas avec le temps, est de vivre en harmonie avec la réalité du monde et la réalité de qui nous sommes. Cette victoire peut paraître insignifiante à ceux qui perçoivent la vie comme une compétition. Mais pour ceux qui voient vraiment, c'est la seule qui compte. Si cette vidéo vous a amené à repenser la vie comme ce jeu addictif que Spinoza nous aide à décrypter, alors faites ceci. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela montre que ce type de contenu vous est utile et contribue grandement à diffuser le message. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué? Quel a été le moment qui a déclenché quelque chose en vous? Si vous appréciez les réflexions profondes et dérangeantes qui vous font vraiment cogiter, découvrez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez toute une série sur la liberté, la connaissance de soi, le mérite, la culpabilité, le désir et tout ce qui imprègne l'expérience humaine sans filtre. Alors, n'hésitez pas. Choisissez la prochaine vidéo et embarquez avec moi dans cette aventure. Vous n'en ressortirez pas indemne.